Bonjour et bienvenue sur ma chaîne et sur jurassicpark.fr. Je me rends compte que je suis un petit peu dans le noir sur la caméra. J'arrange ça tout de suite. Tac. Bref, on me voit un petit peu mieux. J'espère que vous allez bien. J'ai lancé ce stream, alors pas pour jouer cette fois, contrairement à la dernière fois où on avait fait du Jurassic World Evolution 2. Là cette fois j'avais envie de discuter un petit peu de Jurassic World, la théorie du chaos, Jurassic World Chaos Theory. Un peu comme j'avais fait des streams il y a quelques mois sur les fan-films ou sur les actus. Non, pas les actus, sur l'annonce du jeu Jurassic Park Survival. Et d'ailleurs, soit dit en passant, j'étais un petit peu déçu que hier, lors du State of Play, la conférence de jeux vidéo de Sony, j'avais le petit espoir qu'il y aurait quelques images, quelques infos sur Jurassic Park Survival ou une confirmation qu'il sortirait bien sur PlayStation. Bon, il y a rien eu. Et on va attendre encore un petit peu plus longtemps avant d'avoir des informations sur ce jeu. Mais en attendant, des informations, on en a régulièrement sur le prochain film. Alors c'est pas ça dont on va parler aujourd'hui, mais quand même, c'est un peu l'activité du moment, avec beaucoup d'annonces de casting, parfois vraies, parfois fausses. Je pense qu'il faut faire un petit peu le tri dans tout ce qui est annoncé, notamment quand la seule source c'est un site français pas forcément connu pour sa fiabilité. Donc voilà, il y a une liste de 30 noms, un casting complet qui a été sorti par un site français. Je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Et en tout cas, on en saura sans doute plus et des choses beaucoup plus concrètes une fois que le tournage aura commencé. Donc je crois que c'est mi-juin, je crois que c'est dans 2 semaines que le tournage débute en Thaïlande. Donc voilà pour les news. Mais le sujet du jour, c'est Jurassic World Chaos Theory, ou la théorie du chaos. Alors qu'est-ce que c'est Jurassic World Chaos Theory pour ceux qui n'ont pas suivi ? C'est une série animée qui est sortie sur Netflix il y a une semaine, je crois que c'était vendredi dernier. Et donc cette série animée, c'est la suite d'une autre série qui est sortie, donc qui est sur Netflix elle aussi depuis quelques années, qui s'appelait la Colo du Crétacé, la Colo du Crétacé ou Camp Cretaceous, pour laquelle il y a eu 5 saisons diffusées sur Netflix. Alors la saison 1 pour resituer un peu, la saison 1 de la Colo du Crétacé était plutôt correcte. Donc l'histoire, c'était 6 enfants qui étaient invités à inaugurer un camp de vacances situé sur Isla Nublar dans l'enceinte de Jurassic World. Donc il y avait 6 gamins triés sur le volet qui avaient été invités pour tester ce camp. Malheureusement pour eux, l'inauguration du camp, c'était 3 jours avant l'évasion de l'Indominus Rex, telle qu'elle est dépeinte dans le film Jurassic World. Donc on avait 3 jours de colo, et puis ensuite c'était sauf qui peut pendant 5 saisons. Alors la saison 1 était plutôt correcte. J'en ai plutôt un bon souvenir, avec notamment 2 épisodes qui sortaient du lot. Un épisode, alors pour ceux qui s'en souviennent, un épisode sur la transhumance d'un groupe de dinosaures. Moi j'avais trouvé que cet épisode-là, c'était vraiment un modèle d'écriture. Alors toute proportion gardée, hein, on parle d'une série pour enfants sur Netflix. Mais dans la manière où il arrivait à faire fonctionner ensemble à la fois le thème de la colonie de vacances, les enjeux qui commençaient à se construire entre les personnages et la présence des dinos, les dinos qui étaient vraiment utilisés, qui n'étaient pas là par hasard pour faire diversion ou pour décorer, ils étaient vraiment utilisés pour faire progresser les enjeux relationnels qui étaient en train de naître entre les personnages. Et l'espace d'un épisode, j'avais vraiment trouvé ça vraiment très bien écrit, la manière dont tout ça se ficelait ensemble. Et puis il y avait un deuxième épisode qui était assez sympa lors de la saison 1, qui était l'épisode du monorail. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'était un épisode beaucoup plus dur, on va dire, avec plus de tension.
mais qui était vraiment très intéressant. Ensuite, après ça, les saisons 2, 3, 4, 5, il y en a eu 5, ouais. Bon, ça s'est délité un petit peu au fur et à mesure. On a eu une version maléfique de la famille Kirby qui s'est pointée à un moment. On a eu un nouvel hybride, un troisième hybride qui était l'objet de la saison 3. Donc sur le papier, les hybrides, c'est pas trop mon truc. Celui-là avait un aspect intéressant qui était la manière dont il était... c'était sans doute d'ailleurs le plus intéressant des 3 hybrides qu'on a vu dans la saga. Cet hybride-là, dont j'ai oublié le nom... cet hybride dont j'ai oublié le nom, il avait quelque chose d'intéressant. C'était qu'il était animé comme si c'était du stop motion. Donc le stop motion, l'ancienne technique d'animation image par image des créatures dans les vieux films comme King Kong. Donc là, cet hybride-là c'était de l'image de synthèse, hein, enfin c'était de l'animation 3D comme le reste de la série, mais il y avait eu un effet un petit peu exagéré un effet stop motion un petit peu exagéré pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un truc qui allait pas avec ce dinosaure, une impression de malaise dans la manière dont il se déplaçait, et ça fonctionnait vraiment bien. Et puis on va oublier les saisons 4 et 5 qui partaient vraiment un peu trop loin, avec notamment des puces pour contrôler le cerveau des dinosaures et l'introduction de robots dinosaures même des robots dinosaures humanoïdes qui servaient de gardiens à un espèce de quoi d'ailleurs, un espèce de méchant qui avait décidé que l'île était à lui et qu'il en était le monarque. Donc voilà, on va oublier les saisons 4 et 5, juste pour dire qu'à la fin de la saison 5, les 6 enfants réussissaient à retourner sur le continent, à retrouver leur famille, après avoir passé plusieurs mois seuls sur les îles. Donc la théorie du chaos, donc la nouvelle série, ça va être la suite de ça. Honnêtement, je pense que ça aurait très bien pu être la saison 6 de la colo du Crétacé, mais qu'il fallait recréer un petit peu l'événement, rebrander la série, repartir sur une saison 1 comme si c'était quelque chose de nouveau. Ça permettait de relancer l'audience. Et d'ailleurs, le titre Chaos Theory, c'est vraiment un titre totalement fourre-tout qui pourrait passer pour n'importe quel produit, n'importe quelle itération de la saga Jurassic World. J'ai posé la question aux scénaristes sur Twitter, les scénaristes là, qui depuis une semaine répondaient volontiers aux questions que leur posaient les spectateurs. Voilà, je leur ai demandé, est-ce que le titre Chaos Theory va vraiment prendre un sens, ou est-ce que c'était juste un titre générique qui vous permettait de raconter n'importe quelle histoire, l'histoire que vous vouliez. J'ai pas eu de réponse. Mais du coup, je garde plutôt la deuxième hypothèse. C'est vraiment un titre fourre-tout, qui n'aura aucun lien avec ce qui va se passer dans la série, mais qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient sans trop de contraintes. Donc voilà, Chaos Theory, le démarrage d'un nouvel arc de l'histoire initiée dans la colo du Crétacé, et qui laisse un hiatus de plusieurs années. Ça, c'est assez notable. Donc plusieurs années se sont écoulées depuis le retour des 6 enfants sur le continent, et on les retrouve, ce sont plus des enfants, hein, ce sont des jeunes adultes qui vivent leur vie chacun de leur côté. Et donc je vous propose, pour resituer tout ça, pour se remettre dans le bain, de lancer la bande-annonce. Darius, t'avais dit que tu serais là. C'était pas ta faute. Si j'avais été la voir, elle serait peut-être... Non, c'est pour ça que je suis là. J'ai lu des trucs sur le Dark Jurassic. La mort de Brooklyn n'avait rien d'un accident. On l'a prise pour cible. Mais pourquoi? Et qui nous voudrait du mal? J'ai aucune certitude, mais ceux qui ont tué Brooklyn sont à nos trousses. On doit absolument avertir les autres. Sammy, Kenji, Yaz. On a un problème. On court tous un grave danger. Et quels que soient ces gens, ils se servent de raptors pour le faire. Les raptors? Sérieusement? Ils nous ont retrouvés.
une carte que Brooklyn a laissée avec une note. Où est-ce qu'elle allait? C'est un site avec la position de Salut, plusieurs Nidox. dinosaures. Combien de chances au courant? Il nous faut un plan. Tu veux qu'on mette un peu le bazar? Je fais du mieux que je peux. Il y a vraiment des gens après nous. Ouais. C'est évident. Voilà, la théorie du chaos sur Netflix depuis le 24 mai. Ouais, donc salut Nidox, je voulais pas parler par-dessus la bande-annonce. Ouais, j'ai commencé la série et justement là, je voulais en parler. Je risque de spoiler pas mal. Donc si toi tu me dis que tu l'as pas vu et si jamais ça t'intéresse, regarde plutôt la vidéo en replay quand tu l'auras vu. Après, si ça t'embête pas d'être spoilé, t'es le bienvenu. La mort de Brooklyn, t'y crois moyen? Bah ouais. ouais, t'as raison d'y croire moyen, je pense. Du coup, ouais, cette nouvelle série, donc il y a un changement d'époque, donc comme je disais, il y a un hiatus de quelques années depuis la fin de la colo du Crétacé. Il y a aussi un changement d'équipe derrière, un changement de scénariste. Ok, salut, merci d'être passé, puis je te laisse regarder le replay. Donc ouais, il y a un changement de scénariste, et les nouveaux scénaristes ont déclaré un petit peu leurs intentions, ce qu'ils avaient envie de faire avec cette série. C'était une série d'espionnage. Dans l'absolu, pourquoi pas, ça peut être intéressant, une série d'espionnage. Et ils avaient une inspiration ouvertement revendiquée qui était le film Les 3 jours du Condor, donc un film des années 60 ou 70 avec Robert Redford. Et donc Les 3 jours du Condor, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'espionnage où le personnage de Robert Redford, je crois, alors je sais plus s'il est journaliste ou si c'est un agent d'une agence gouvernementale. Mais en tout cas, il travaille sur un dossier avec son équipe et un jour, il part chercher un sandwich pour manger le midi et quand il revient au bureau, tout le monde est mort, tout le monde s'est fait tuer. Donc lui a survécu à ça en allant acheter son sandwich et tout le film va être... tout l'enjeu du film va être de comprendre qui a fait ça, pourquoi et est-ce que c'est lié à l'enquête sur laquelle il travaillait. La théorie du chaos Jurassic World reprend un petit peu ce pitch dans le sens où, on l'a vu dans la bande-annonce, le personnage de Brooklyn, qui était un des six survivants, au début de la série, ce personnage est mort, et les autres vont... Alors, il est mort depuis quelques années déjà, et les autres vont... Alors c'était censé être un accident, mais voilà, il y a un événement nouveau qui arrive qui leur fait douter de cette version de l'accident, donc les autres vont se réunir progressivement pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Voilà, donc même si les scénaristes revendiquent les 3 jours du Condor comme inspiration, moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus ouvertement à la saison 4 de Lost. Donc la saison 4 de Lost, c'est celle où une partie des survivants, donc 6 survivants du crash du début de série, donc 6 survivants avaient réussi à revenir sur le continent et ils étaient connus dans la presse sous le nom des Oceanic Six, donc, parce que Oceanic c'était le nom de la compagnie d'aviation, le nom de la compagnie de leur avion. Donc il y avait les Oceanic Six et là dans la théorie du chaos, eh bien les 6 survivants sont 6 également et ils sont appelés les Nublar Six, donc les 6 de Nublar. Donc là déjà il y a un petit parallèle avec Lost. Et puis dans Lost saison 4, donc au départ donc oui, les 6 survivants dans Lost, là aussi il y a un petit hiatus de quelques années. Ils reprennent leur vie sur le continent alors que leurs potes sont restés sur l'île, et au bout de quelques mois voire quelques années,
commence à se passer des choses bizarres. Ils se rendent compte que, il me semble qu'il y avait un 7e survivant qui avait réussi à revenir et qui lui se fait tuer sur le continent. Donc là aussi un lien, un des survivants se fait buter, et donc la même chose dans Lost saison 4, tous les 6 autres vont se réunir pour essayer de comprendre ce qui se passe et finir par retourner sur l'île. Salut, super, merci pour le message de spam. Donc dans Lost, voilà, les 6 survivants se rassemblent au fil de la saison pour finir par retourner sur l'île à la fin. Si vous avez vu la théorie du chaos, vous mesurez à quel point on est proche de cette trame dans la saison 1 de la théorie du chaos. Donc voilà pour le contexte, voilà pour les inspirations. Maintenant, je vais passer un petit peu à ce que j'en ai pensé. Avec notamment quelque chose qui est à la fois toujours attendu et toujours repoussé. Et qu'on pensait pour voir enfin dans cette série-là, c'est un monde où les dinos font partie du quotidien. C'est quelque chose qu'on attendait dans Fallen Kingdom, c'est quelque chose qu'on attendait dans Dominion. À chaque fois, on nous en montre des bribes, mais on fait surtout en sorte de ne pas nous le montrer. Et là, sur une série en 10 épisodes qui de fait s'étale sur plusieurs heures, on se disait, mais forcément, ils vont pas y couper. Sauf que non. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des dinosaures sur le continent depuis plusieurs années, mais ça reste un petit peu des exceptions. Toutes les interactions qu'on voit avec des dinosaures, en dehors de celles qui sont provoquées par des péripéties liées à la conspiration, quand on croise un dinosaure sur le continent, c'est souvent juste un incident ponctuel, quelque chose qu'on résout assez rapidement et qui n'a pas de répercussions à plus haut niveau. On ne nous montre pas comment la société est obligée de s'adapter en profondeur à l'existence des dinosaures. Et voilà. Il y a quelques scènes comme ça, notamment une scène dans une station-service, donc qui a été diffusée en tant qu'extrait sur YouTube avant la diffusion de la série. Donc on va regarder ce petit extrait ensemble. Tac. Comment je fais? Comme ça. Ouais. Tac, ça doit être celui-là. Est-ce que c'est à peu près cadré? Ouais, ça a l'air à peu près bien. Donc voilà, l'extrait du dinosaure à la station-service. Donc le contexte, c'est qu'on avait ce dinosaure. Hop. Juste avant le début de la séquence, c'est Darius et Ben sont en road trip, je sais pas où exactement, aux États-Unis, je sais pas dans quel état, et ils ont besoin de s'arrêter dans une station-service, sauf que la station-service est déserte et le propriétaire est désespéré parce que un Azutoceratops a décidé de faire sa sieste entre les pompes à essence. Pourquoi? Pourquoi pas? Ça sera pas explicité. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il affûte ses cornes. Sa corne est coincée. On doit l'aider à se décoincer avant qu'il détruise toute la station. Quoi? On peut peut-être l'attirer avec un de ces buissons. Les Nasutoceratops s'intéressent pas à ce type de buisson. Oui, mais t'as une meilleure idée? On va bien trouver quelque chose là-dedans. D'accord, je vais essayer de le calmer. Hé, coucou mon grand. Hé, tout va bien, on s'occupe de toi. Détends-toi. Et on va te sortir de là. Darius, attrape. Des chips aux oignons? C'est tout ce qu'il y a. Tu aimes ça, les bonnes chichips? Non, tout va bien. Surtout, reste calme.
chercher un extincteur. Aide-moi. Il faudrait qu'on se grouille. Merci les garçons. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Je voudrais savoir comment vous avez fait pour survivre. Vous n'étiez pas complètement terrorisé? Ah, si, carrément. D'ailleurs, je crois qu'on le saura toute notre vie. On doit toujours apprendre à pas laisser la peur nous dominer. Et puis nous, on était tous ensemble. On devrait peut-être se remettre en route, hein? Ouais. Vous ne vous échapperez pas si vite. Il faut d'abord vous ravitailler. Cadeau de la maison. Je vous dois bien ça, vous m'avez sauvé la vie. Et mon commerce. D'accord, j'imagine que j'avais tort aussi sur ce coup-là. Bois pas trop, sinon on va devoir s'arrêter toutes les 5 minutes. Je te demande une pause pipi une seule fois et tu me prends encore la tête avec ça. On va chez Samy? On va chez Samy. Ouh, là d'accord, ça c'est délicieux. Question de point de vue. Mes trucs bas de gamme sont meilleurs. Mais si tu préfères les bonbons hors de prix qui n'ont aucun goût, c'est ton droit. T'en as déjà goûté au moins? Ok, waouh. Ouais, ils sont... Waouh, ceux-là sont... Waouh. T'avais raison. Je te l'avais dit. Merci Darius d'être venu avec moi. Et aussi de m'avoir fait garder les pieds sur terre. C'est normal. Il faut se soutenir. Eh, je croyais que tu les avais achetés pour moi. T'as raison, c'est vrai. Tu vas quand même pas tout manger sous mon nez. Et voilà, donc l'extrait de l'incendie à la station-service. Donc comme je disais, bah, ça reste un incident ponctuel, soit on le résout, soit on le subit, on essaye d'y échapper, mais c'est pas quelque chose de structurant dans la manière dont les humains vont vivre avec les dinosaures. Et là finalement, cette péripétie a juste servi à ce que Darius et Ben puissent récupérer de la nourriture gratuitement, qui était un sujet évoqué un peu avant dans l'épisode. Ils n'avaient plus rien à manger. Il y a d'autres scènes un petit peu comme ça, une scène où un Nasutoceratops, Nasutoceratops ils sont là, un Pachyrhinosaure a marché sur un barbelé, et du coup il a mal aux pieds, et il embête tout le monde jusqu'à ce qu'on lui enlève. Il y a une scène aussi où on nous montre un espèce de... Un type comme Tiger King. Alors je sais pas si ça parle à tout le monde. Tiger King, c'était une série documentaire de Netflix, encore une fois, sur un mec aux États-Unis qui avait ouvert un parc où il avait dressé des tigres et il les maltraitait. Enfin, c'était assez moche, et le gars a fini par se faire confisquer ses tigres ou un truc comme ça. Et ben, y a une scène un petit peu comme ça avec donc un gars qui a monté un petit spectacle comme ça avec des Stiggy Moloch.
Et le fait qu'on ait ce genre de truc avec les dinosaures montre bien que les dinosaures restent des animaux exotiques et qui sont pas forcément intégrés dans le quotidien. Le Tiger King, il a monté son spectacle avec des tigres parce que des tigres, t'en croises pas tous les jours sur la route aux États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'il a monté un spectacle avec des tigres et c'est pour ça que son spectacle marche. Là, si on monte un spectacle avec des stygimolochs, ça veut dire que ça reste quelque chose de suffisamment rare pour qu'on se déplace pour aller le voir, et donc ça renforce l'idée que oui, il y a quelques dinosaures sur le continent, mais t'en croises pas tous les jours, quoi. Donc assez décevant de ce point de vue-là. Et les péripéties de ce style-là sont assez artificielles d'ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas forcément de raison que ce Nasutoceratops décide de venir faire la sieste tout seul dans cette station-service. Alors on voit qu'il s'est mis à l'ombre. Est-ce que c'est ça la raison? Est-ce que ça ne l'est pas? Mais bon, ça reste très artificiel. Surtout qu'il s'est éloigné de son troupeau pour aucune raison. Et donc ça arrive dans l'épisode 2, je crois. Et quelques minutes après, la scène d'ouverture de l'épisode 3, on nous montre des vaches qui broutent tranquillement le long de la route, sans aucune clôture, sans rien. Et qui, elles, ne posent pas de problème, en fait. Elles ont le même statut que les dinosaures, que les Nasutoceratops qui se baladent en troupeau dans la campagne. Il y a aussi des vaches. Et les vaches ne posent pas de problème, alors que les Nasutoceratops décident d'aller embêter les gens en allant dormir dans une station-service. Donc c'est hyper artificiel. Le fait de dire que les dinosaures en liberté vont aller embêter tout le monde, alors que les vaches ne le font pas. Et il y a un peu derrière ça l'idée que les dinosaures sont problématiques par nature. Ce qui me gêne un petit peu dans l'intention. Et d'ailleurs, c'est dit un petit peu plus tard dans la série que le DPW, donc Dinosaur Protection, Department of Prehistoric Wildlife, donc c'est une agence gouvernementale qui a été créée pour gérer un petit peu les dinosaures sur le continent. Eh bien, on nous dit clairement qu'il est là pour protéger les humains des dinosaures. Et pas comme une organisation de ce style-là qui existe dans le monde réel, pas pour protéger les animaux eux-mêmes. Donc il y a vraiment cette idée que les dinosaures sont là pour poser des problèmes et qu'il n'y a pas de cohabitation possible. Il y a quand même quelques idées intéressantes sur la manière dont la société pourrait s'organiser s'il y avait quelques dinosaures. Il y a notamment l'idée de compensation financière, d'assurance sur les dégâts des dinosaures. Alors ça, c'est évoqué très rapidement par un message publicitaire dans une radio. Et puis, il y a un autre point qui est le fait que des gens ont commencé à créer des zones sans dinosaures. C'est-à-dire qu'ils ont créé des enclos, ils ont créé des barrières, ils ont refait comme un Jurassic Park ou un Jurassic World, sauf que eux sont à l'intérieur et les dinosaures à l'extérieur. Ça, c'est une idée assez intéressante, mais qui n'est pas exploitée du tout. On visite un de ces endroits pendant un demi-épisode avant qu'il tombe à l'eau, parce que justement, des dinosaures ont réussi à entrer. Donc ces deux exemples-là, le fait qu'on ait des assurances spéciales sur les dégâts des dinos, qu'on ait des gens qui se construisent des zones pour vivre sans dinosaures, si on les regarde un peu, on se dit qu'il y aura des conséquences... c'est des conséquences à plus grande échelle sur la société, qu'il y aura des conséquences sociales à l'existence, à la présence des dinosaures. Et notamment quand il y a une nouvelle menace qui apparaît, généralement c'est les populations les plus défavorisées qui trinquent en premier. Les personnes défavorisées n'auraient pas les moyens de se payer une assurance sur les dégâts provoqués par les dinosaures, ni d'aller acheter des maisons dans des safe zones sans dinosaures. Donc il y aurait cet aspect-là qui pourrait être traité, mais c'est pas le cas du tout, quoi. C'est vraiment pas l'intention de la série. La série a vraiment envie de nous montrer les dinosaures comme des trucs qui viennent poser des problèmes ponctuels, quoi. Donc voilà pour cet aspect de la cohabitation avec les dinosaures. Après, un autre truc qui m'a un petit peu déçu, c'est, on l'a vu dans le plot de la série, c'est une conspiration, un complot.
Et ça, c'est pas quelque chose de forcément nouveau dans la licence, hein. Des complots, il y en a eu un peu tout le temps. Il y en avait déjà un dans la série précédente, avec même un des 6 enfants qui était... même si c'était un enfant, c'était un espion à la solde d'une mystérieuse entreprise. Et ça, c'est tellement assumé que même à un moment dans la série, il y a un personnage qui dit que c'est toujours la même chose, il y a toujours une entreprise pour venir exploiter des dinosaures pour le profit. Donc les mecs reconnaissent à quel point ils sont en boucle sur la même idée. Et de manière générale, la série va répéter beaucoup de choses qu'on a déjà vues ailleurs. On va avoir une scène où les personnages sont coincés dans une cage avec un dinosaure endormi. C'est quelque chose qu'on a eu dans Fallen Kingdom 2 fois. On va refaire en sorte d'avoir à un moment un enclos avec des dinosaures à l'intérieur. On va réutiliser le principe d'avoir un hologramme, un dinosaure en hologramme pour faire peur à un vrai dinosaure. On va réutiliser pour la 50e fois la scène de la torche pour attirer un dinosaure. Donc on répète toujours des choses qu'on a déjà vues. Et ça, c'était aussi le cas dans la série précédente, dans la colo du Crétacé. On avait notamment la scène de la cuisine de Jurassic Park qui était reproduite plan par plan. Vraiment exactement la même. Mais pas avec un raptor, avec un hybride. On avait la scène de la visite en gyrosphère qui, pareil, était reproduite. C'était souvent les mêmes plans. En tout cas, on naviguait au milieu des mêmes dinosaures. À un moment, ça tournait mal. On avait une gyrosphère qui se faisait dégommer par un ankylosaure, comme dans le film. La gyrosphère tombait en panne et se retrouvait à l'envers avec les personnages coincés dedans, la tête en bas, comme dans le film. Donc on a vraiment... Enfin, on se cache même pas, on refait exactement les mêmes choses que dans les films. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, et je suis tombé sur une chaîne YouTube officielle, donc une chaîne YouTube rattachée à Universal et à la licence Jurassic World, une chaîne YouTube qui s'appelle Jurassic World Kids. Donc comme le dit son nom, c'est une chaîne dédiée à une chaîne Jurassic World spéciale pour les enfants. Et sur cette chaîne, on a une vidéo qui va mettre clairement en évidence les scènes qui sont similaires entre les deux séries et les films. Alors, on va pas regarder la vidéo complète, mais voilà, ici on est sur Jurassic World Kids. Hop, j'ai un petit souci d'écran. Ça va se régler, voilà, c'est bon. Donc voilà, la chaîne elle s'appelle Jurassic World Kids et on a une vidéo donc vraiment dédiée aux enfants pour leur montrer ce que vous avez vu dans la série, il y a la même chose dans les vieux films. Welcome to Camp Cretaceous. Donc ça c'est des extraits de la colo du Crétacé. What do they got in there, King Kong? Là on a la scène de la cuisine qui est vraiment reprise plan par plan. Alors c'est pas tout à fait le même découpage, mais les choix de plans vont être relativement les mêmes. Et sachant que cette scène-là, on l'a revue encore une fois dans la bande-annonce de Jurassic Park Survival, le jeu. Avec encore les mêmes plans. Et le personnage caché exactement au même endroit. On va passer la scène de la cuisine. On a ici la scène des tremblements dans les verres d'eau. Alors ça, c'est plus... Ça me gêne moins. C'est plus un gimmick. C'est pas une scène complète. Et ici par contre voilà, on a la scène des gyrosphères. La même chose, on va utiliser les gyrosphères pour faire exactement la même chose que dans le film.
retrouve la tête en bas. Ici, je sais plus ce qu'il y a. Alors, par contre, en le revoyant, je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais en le revoyant, je vois que on a une partie des images qui ont été générées par des IA, qui a généré n'importe quoi en termes de texte. À l'époque, donc c'est sorti il y a 3-4 ans, les IA n'étaient pas encore dans l'actu autant que maintenant, donc j'avais jamais fait gaffe, mais là, c'est assez évident. Ici, alors je sais pas de quoi on parle, mais voilà, vous avez compris l'idée. Qu'est-ce que c'est celle-là? Oui, bah oui, celle-là aussi. On reproduit la scène d'ouverture de Fallen Kingdom. Les mêmes péripéties, exactement. Voilà, donc on a une chaîne YouTube dédiée aux enfants qui leur montre que ce qu'ils ont vu dans la colo du Crétacé, eh ben, ils reverront la même chose dans les films, mais cette fois avec des images, des vraies images, pas de l'animation. Et du coup, derrière ça, on a vraiment une espèce de comment dire, d'agrégation à double sens. On va essayer de rassurer les gens dans les deux sens. D'un côté, avec la série, quand on imite dans les séries animées ce qui a été fait dans les films, ben on va attirer sur Netflix les vieux fans qui apprécient les films. Et en même temps, les gamins qui vont naturellement aller regarder Netflix, la série sur Netflix parce que c'est dans la section jeunesse et que c'est fait pour eux, ils vont avoir vu ces scènes-là et on va leur montrer que s'ils regardent les films, ils verront la même chose avec des vraies images. Donc il y a vraiment cette idée de consolider une fanbase, mais toujours la même, de rassurer dans les deux sens en disant vous pouvez passer d'un média à l'autre, vous restez dans la licence Jurassic, et ce que vous avez aimé dans un média, vous retrouverez exactement la même chose dans l'autre. Donc on cherche pas à aller plus loin, on cherche pas à aller à emmener les fans existants vers quelque chose de nouveau, on cherche pas à aller chercher des nouveaux fans en proposant quelque chose de nouveau. On va vraiment multiplier les médias pour montrer les mêmes choses, en créant même des ponts aussi artificiels que cette chaîne YouTube, pour montrer que dans tous les médias de la licence, on restera sur les mêmes choses, on est en terre inconnue, on rassure les gens en fait, on rassure les enfants en leur montrant que dans les films il y a la même chose que dans les dessins animés, et on rassure les vieux fans en leur montrant que ce qu'on montre à la nouvelle génération, vous inquiétez pas, c'est la même chose que ce que vous aviez vu il y a 30 ans. Donc il y a vraiment un côté un peu rétrograde dans cette démarche-là. Un autre point qui m'a choqué, c'est la manière dont les dinosaures sont interchangeables, la manière dont ils sont pas du tout caractérisés. On a vu tout à l'heure la scène du Nasutoceratops. On a une autre scène dont je vous ai parlé avec un pachyrhinosaure qui a marché sur un barbelé. Et dans les faits, il n'y a rien qui fait que dans un cas, il fallait absolument que ce soit un Nasutoceratops et dans l'autre, il fallait absolument que ce soit un pachyrhinosaure. Ce serait totalement interchangeable. Alors, le pachyrhinosaure aurait peut-être plus de mal à se coincer dans le poteau en fer comme on a vu tout à l'heure, mais on pourrait tout à fait trouver une autre péripétie pour mettre le feu à la station-service. Mais il n'y a aucune raison pour que ce soit un Nasutoceratops qui soit endormi dans la station-service plutôt qu'un pachyrhinosaure. Donc, totalement interchangeable. Et c'est encore plus vrai
avec les carnivores. Donc tous les carnivores de la série, quels qu'ils soient, sont interchangeables. Que ce soit l'allosaure, le Beagle-Spinax, le tyrannosaure, tous les carnivores passent leur temps à se battre entre eux. Et à chaque fois qu'ils croisent un carnivore, peu importe lequel, les personnages s'enfuient. Donc cet aspect totalement interchangeable des dinosaures, je pense qu'il contribue un petit peu à la déception et au fait qu'il n'y a rien qui ressort dans cette série. Alors juste pour préciser, quand je parle de caractérisation des dinosaures, je parle pas du fait de leur donner un prénom et de devenir pote avec eux. Caractérisation des dinosaures, c'est pas Blue. Pour moi, la caractérisation des dinosaures, c'est donner à un dinosaure ou à une espèce de dinosaure des caractéristiques spécifiques qui vont être des codes pour que les spectateurs comprennent comment fonctionne le dino. Et c'est ces codes qui vont permettre de savoir comment les personnages doivent interagir avec ces dinosaures-là. Donc clairement, le tyrannosaure dans Jurassic Park, sa vue était basée sur le mouvement, que ce soit vrai ou pas, je m'en fiche. Il est défini comme ça dans le film. C'est ce qui le caractérise. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser avec ce dinosaure-là une torche pour faire diversion et pour l'attirer. Utiliser la même torche ou le même principe de torche avec un autre dinosaure, ben ça n'a pas de sens. Et ça enlève un élément de caractérisation du dinosaure, du tyrannosaure, si on se met à faire ça avec n'importe quel autre dinosaure, ce qui est le cas dans la série. Sinon, il y a d'autres exemples. Hein. Les raptors, ce qui les caractérise, c'est leur intelligence. Avec eux, ça sert à rien d'essayer le coup de la torche. Ce qu'il faut, c'est vraiment être plus intelligent qu'eux. D'ailleurs, je trouve qu'il manque un petit peu dans la franchise, dans la licence, une scène où on montre qu'on arrive à se débarrasser d'un raptor en étant plus intelligent qu'eux. Voilà, on nous a bien fait comprendre qu'ils étaient très intelligents, mais on n'a pas exploité ça vraiment dans une scène où un personnage outsmart un raptor. Sinon, on a le dilophosaure, hein, lui il est défini par sa collerette et son crachat. Là encore une fois, on va nous dire que c'est pas vrai, c'est pas possible, au niveau paléontologique ça n'existait pas. Soit, mais dans le film il est caractérisé comme ça, donc on sait que quand il s'énerve, quand la collerette se lève, il va attaquer. Et c'est comme ça qu'en tant que spectateur on l'appréhende et qu'on évalue comment les personnages, ce que les personnages doivent faire. Un dernier exemple, et qui à mon avis est le plus frappant, c'est le thérizinosaure. Qu'on voit dans Dominion et qui est, je pense, tout le monde sera plus ou moins d'accord avec ça, la scène de dinosaure la plus réussie de toute la trilogie Jurassic World. Pourquoi ? Parce que le thérizinosaure, il est caractérisé. Déjà, il a un physique un petit peu atypique, avec ses énormes griffes au niveau des mains, même si c'est pas forcément là-dessus qu'est mis l'accent. Mais surtout, ce thérizinosaure-là, dans cette scène, on comprend qu'il est aveugle, ou en tout cas qu'il voit très mal, qu'il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Et il voit même pas forcément les mouvements. Donc il va se baser sur son odorat et son ouïe. Donc, qu'est-ce qu'a fait Claire pour se débarrasser de ce dinosaure-là ? Contrairement à tous les autres dinosaures de la trilogie World, elle va pas partir en courant. Ce qu'elle fait pour n'importe quel autre dinosaure auquel elle est confrontée dans la trilogie. Pour ce dinosaure-là, elle a compris ce qu'il fallait faire, donc elle évite de faire du bruit, elle se baisse pour ne pas prendre une baffe et qui balancerait au hasard, parce qu'on nous a montré juste avant qu'il balance même s'il voit rien, il balance des grandes baffes. Et notamment il a tué un cerf en faisant ça. Donc voilà, on nous donne les éléments pour comprendre comment il faut se comporter face à ce dinosaure, et c'est ce que Claire fait. Elle se met à ramper, elle avance doucement et elle finit par aller se planquer sous l'eau. Le dinosaure ne peut pas savoir qu'elle est là parce que sous l'eau, son ouïe, elle étant sous l'eau et lui sur la terre ferme, son ouïe et son odorat ne peuvent pas lui permettre de déterminer qu'elle est là. Donc c'est ces éléments de caractérisation qui font qu'on ne pourrait pas mettre un autre dinosaure à la place du thérizinosaure et qui font que cette scène, elle est marquante et qui est vraiment la scène dont on se souvient dans Dominion et de manière générale dans la trilogie Jurassic World. Et c'est ça que j'appelle la caractérisation des dinosaures, et c'est ça qui manque
dans la série et même de manière plus générale depuis de nombreux films. Et ce qui est dommage dans la série, c'est qu'on a un dinosaure qui aurait pu être caractérisé comme ça, c'est l'allosaure. C'est vraiment un acte manqué. On a un allosaure qui a un rôle assez central dans l'intrigue et qui a un œil crevé. En tout cas, un œil tout blanc. Il a un œil normal et un œil blanc. Mais cet œil blanc, il n'est pas utilisé. Il est probablement là juste pour faire un clin d'œil à Battle at Big Rock, et sans l'expliciter réellement, pour que le fan se dise « Ah oui, s'il a un œil blanc, c'est que son œil est crevé, et c'est lui qui s'est pris le tir d'arbalète dans Battle at Big Rock. » Mais derrière, on n'en fait rien du tout, voire même, au contraire, on fait comme si c'était pas là. Il y a plusieurs fois dans la série où l'allosaure va regarder les gens avec cet œil qui est censé être crevé, donc ce qui n'a pas de sens. Il y a une fois, il est poursuivi, il y a un personnage qui poursuit l'allosaure en voiture, l'allosaure se retourne, regarde par-dessus son épaule, et le côté par lequel il regarde, c'est celui qui est crevé. Il y a un peu plus tard, vers la fin de la saison, un face-à-face entre Darius et ce dinosaure est tourné du côté où on voit son œil crevé, mais on voit vraiment qu'il fait quand même un face-à-face à regarder Darius. Bon, voilà, l'œil crevé, c'est vraiment pour le clin d'œil, et on s'encombre pas derrière des contraintes, et on ne l'utilise pas pour caractériser le dinosaure. Et au contraire, on va réutiliser pour l'allosaure un élément de caractérisation du T-Rex qui est la torche. On va répéter encore une fois cette idée un peu bizarre d'aller attirer un dinosaure. Donc avec un élément qui rappelle la torche, mais qui n'en est même pas une en fait, qui est un bâton pour faire des étincelles là, pour pousser du bétail. Donc voilà, un peu pas un peu déçu parce que c'est le cas depuis un petit moment, mais cette absence de caractérisation des dinosaures, c'est aussi quelque chose qui participe au déclassement progressif de tout ce qu'on a dans la licence depuis quelques temps maintenant. Et puis on a aussi les Atrociraptors, donc sont exactement les mêmes que dans Dominion. Il en manque un, mais les trois qui sont là, ce sont les mêmes. Et on en avait déjà parlé dans un podcast, comment les Atrociraptors symbolisaient l'échec de l'assagissement, de l'apprivoisement des Vélociraptors. On parlait de caractérisation tout à l'heure. Les Vélociraptors, dans le premier Jurassic Park, ils avaient été conçus pour être vraiment le dinosaure auquel tu pouvais pas, c'était très difficile d'échapper. Voilà, c'était pas le T-Rex. Le T-Rex, tu rentres dans un bâtiment, il peut pas te suivre. Les Vélociraptors, ils peuvent, mais ils sont quand même plus gros, suffisamment gros pour qu'en 1 contre 1, t'aies aucune chance. Et en plus, ils sont très intelligents. Donc c'était vraiment la menace ultime. Et quand Jurassic World a introduit l'idée qu'ils pouvaient être apprivoisés et devenir les meilleurs amis du héros, eh bien, ok, bon pourquoi pas, hein, c'est ton idée, moi je la trouve nulle, mais vas-y, montre-moi ce que tu veux faire avec ça. Et derrière, ils avaient plus d'antagonistes ultimes, donc il fallait des hybrides. Et quand ils ont commencé à comprendre que le public n'était plus trop fan des hybrides, qui 1, 2 ça va, la suite serait bien de repasser sur des dinosaures, parce que à la base, si on aime Jurassic Park, c'est parce qu'on aime les dinosaures et c'est ça qu'on veut voir. Eh bien, il n'y avait pas d'autre solution que de remettre des Vélociraptors. Et voilà, le petit artifice qu'ils ont fait pour sauver la face, c'est que cette fois, ce sont pas des Vélociraptors, ce sont des Atrociraptors, qui dans les faits sont exactement la même chose. Et sont utilisés de la même manière. Donc vraiment un symbole de l'échec de cette idée d'apprivoisement des Vélociraptors. Voilà, bon, je pense que vous avez compris que de manière générale, la série est assez décevante. Elle est aussi très frustrante parce qu'elle n'avance pas assez. Elle est très orientée sur le fait que les personnages se retrouvent. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais on y consacre vraiment trop de temps. Et surtout, cet enjeu-là de retrouvailles des personnages ne sont pas du tout servis par les dinosaures. Comme on l'a vu tout à l'heure, les dinosaures sont juste là pour apporter des distractions de temps en temps, faire une péripétie qui sort de nulle part,
mais la manière dont les personnages se retrouvent, s'engueulent, règlent leur compte par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé, bah, tout ça, ça pourrait se faire sans dinosaures, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est frustrant, c'est qu'on a l'impression d'assister à une histoire qui peut être intéressante, mais c'est pas pour celle-là qu'on est venu. Et les dinosaures à côté sont vraiment du décorum. De ma vision, et il y a aussi un élément aussi un peu... Bon, enfin après ça c'est pas la faute des scénaristes, mais à l'épisode 8 on retrouve un élément qui est important dans le déclenchement de la fin de l'histoire. Et cet élément, on l'a vu tout à l'heure dans la bande-annonce. C'est vraiment le début de la bande-annonce, la vidéo de Brooklyn qui se filme. Donc elle est entièrement dans la bande-annonce, mais dans la série, c'est un truc qui est découvert à l'épisode 8 et qui va déclencher la conclusion. Donc c'est... Voilà, tout ce qui s'est passé avant, en fait, n'a servi à rien. Et un truc assez symptomatique de ça, c'est que le dernier épisode s'appelle The End of the Beginning, la fin du début. Donc les mecs sont vraiment conscients de ne pas avoir avancé. Et clairement, la saison se termine là où elle aurait dû être après seulement 2 épisodes. Et elle laisse en suspens plein de questions. Notamment, on ne sait pas du tout qui en veut à nos Nublar 6. On n'a pas du tout avancé. On sait juste que le département of Prehistoric Wildlife donc est un petit peu corrompu et un petit peu vérolé de l'intérieur. Et notamment, blague à part, ça plaît pas du tout aux personnes qui ont imaginé ce département of Prehistoric Wildlife. C'est un des éléments qui avait été créé par l'équipe de fans embauchée par Universal pour, entre les films, créer des sites de marketing viral. Donc avant Jurassic World, ils avaient créé le site du parc, ils avaient créé le site de protection des dinosaures. Et donc, avant Dominion, ils avaient créé le Department of Prehistoric Wildlife. Et ces gars-là, maintenant que c'est plus Colin Trevorrow qui est aux manettes, ils ont été un petit peu laissés pour compte. A priori, Universal ne les rappelle pas et ils ont un peu les boules. Et donc de voir que dans la série, leur création... c'est devenu un petit peu les méchants de la saga. Ils râlent un petit peu sur Twitter. Quoi qu'il en soit, j'arrive à la fin de mon monologue. Donc ouais, un petit peu déçu de ce qu'a montré la théorie du chaos. Mais comme me le disait un éminent membre du forum, on l'appréciera sans doute davantage cette saison 1 quand on aura vu ce que donne la suite. En fait... La fin est assez frustrante, comme je disais, on a passé trop de temps sur des choses qui n'avaient pas forcément d'intérêt, enfin pas d'intérêt dans la licence Jurassic. Mais quand la suite se débloquera, quand on aura la résolution de toutes les problématiques, je pense que cette saison 1 s'appréciera davantage dans un ensemble déjà construit. Et qu'elle aura sa place, qu'elle a été pensée pour être juste une introduction, mais une introduction un petit peu frustrante. Et donc dans les points à développer, il y a cet aspect du complot interne au Dinosaur Protection Group. Non, pas Dinosaur, non. Department of Prehistoric Wildlife. Et puis il y a un autre point que j'ai pas du tout évoqué, c'est que le groupe d'Atrociraptor, encore une fois, il est mené par un humain, alors plus précisément une humaine qui est très énigmatique, très étrange on va dire. Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle. Et je suis assez curieux de savoir ce qui se cache derrière, et voire même est-ce qu'il se cacherait pas cette arlésienne qu'on redoute mais qu'on sent arriver à un moment, cette histoire d'hybridation dino-humain. Parce que cette dresseuse, cette alpha humaine semble avoir des liens assez proches avec ces Atrociraptors, et notamment elle les comprend juste en les regardant. Donc voilà, à voir où ça nous mènera tout ça. C'était mon avis interminable sur Jurassic World, la théorie du chaos. Je suis curieux d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas à passer sur le forum ou à commenter cette vidéo si je la mets en replay. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur jurassicpark.fr.
Ciao.